Donc, je me présente, mon nom est Julie Marcotte. Je suis chercheure régulière ici au CRUGEF. Ça fait plusieurs années, même avant que ce soit le CRUGEF. Je suis professeure en psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières depuis 14 ans maintenant. Et je m'intéresse depuis le début de ma carrière à la transition à la vie adulte. Donc, c'est vraiment le créneau qui m'intéresse sous différents angles. Notamment soit le raccrochage scolaire. Je me suis intéressée beaucoup aux populations qui sortent des centres de jeunesse aussi. Et je suis aussi directrice du groupe de recherche sur les jeunes en transition et pratiques psychoéducatives. Donc, jusqu'à maintenant, c'est quand même cohérent, là, ce que je vous présente. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente un projet qui découle d'un projet de recherche, mais un projet de recherche en partenariat. Donc, on a une subvention en partenariat. Ça fait en sorte que c'est un projet un petit peu différent. Et le projet s'appelle Transcendance. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est vraiment une portion, si vous voulez, des résultats. Donc, c'est vraiment une analyse partielle de tout ce qu'on peut faire avec Transcendance. Mais je vais quand même prendre le temps un peu plus loin pour vous parler du projet, un peu en quoi ça consiste, qu'est-ce qui nous anime dans ce projet-là. Donc, la présentation est de moi, évidemment, mais aussi de Marie-Christine, qui est ma collègue, qui est, je vous dirais, à la fois co-auteure, mais professionnelle de recherche, coordonnatrice. Donc, elle a plusieurs chapeaux, mais elle a participé aussi à la création de ce projet-là et à sa mise en place. Donc, la présentation, on s'est intéressé à la résilience. Cette présentation-là a été en partie présentée dans le cadre d'un congrès qui est en résilience. Donc, on s'est dit, quelle belle occasion au mois de mai l'an dernier d'utiliser nos données de transcendance pour une première fois, pour justement étudier un peu, aller vérifier si on peut cerner de la résilience. Et c'est pour ça que je vous présente cet aspect-là et autre chose aussi. L'objectif, c'est de vous présenter aussi les notions d'identité et de résilience très rapidement. Je vous parle d'identité, pourquoi? Parce que quand on parle du projet Transcendance, ça tourne autour du développement identitaire, mais pas n'importe quel développement, vraiment la portion plus narrative de l'identité. Donc, identité, résilience, quelques aspects théoriques. Qu'est-ce que c'est l'identité? Donc, si je vous pose la question comme ça, qu'est-ce que c'est l'identité? Ce que je fais souvent avec mes étudiants en transition à vie adulte dans un cours que je donne, l'identité, ça peut être plein de choses. Il y a certaines personnes qui vont nous dire, bien, l'identité, c'est qui je suis, c'est ma personnalité. L'identité, c'est qui je pense que je suis. Donc, l'identité, même si ça semble un terme qu'on connaît, qu'on utilise très, très régulièrement, ça reste quand même une notion qui est très explorée, mais peu saisissable. Donc, c'est pas aussi clair, c'est pas mesurable aussi facilement qu'un autre concept en psychologie ou en psychoéducation. Et pourquoi on s'intéresse à l'identité lors de la transition à la vie adulte? Parce que, selon plusieurs auteurs, et je vous dirais, après avoir fait plusieurs projets de recherche, et j'imagine aussi dans votre pratique ou même dans votre... Je vois ici des gens qui ont des ados, des jeunes adultes, bien, on sait que l'identité, construire qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut devenir, ça fait partie vraiment des enjeux majeurs de la transition à la vie adulte. Transition à la vie adulte, dans notre projet, ici, on parle de 18 à 30 ans. Mais, bon, pour plein de raisons, notamment au niveau éthique, on n'est pas allé chercher des jeunes adolescents dans ce projet-là. Et pourquoi jusqu'à 30 ans? Parce que pour plusieurs jeunes, se définir comme adulte, se considérer comme adulte, ça va juste à 30 ans, même 35 ans. Et j'ai certains de mes étudiants qui me disent, même à 36 ans, je ne me considère pas encore vraiment comme un adulte. Donc, l'identité, je fais rapidement ici, ce n'est pas l'objectif de faire un cours, mais j'essaie quand même de jeter les bases théoriques parce que c'est important, on ne peut pas vraiment en faire l'économie. D'où vient la majeure partie des travaux qui existent aujourd'hui sur l'identité? Ça vient notamment en psychologie d'Erikson. Il y a tout un autre champ en sociologie aussi. On peut penser à Brunner, à toutes sortes d'auteurs qui sont hyper pertinents aussi, mais moi, je vous parle vraiment plus du projet, ce qui touche vraiment le projet, qui touche vraiment plus la psychoéducation, la psychologie et même le travail social. Donc, c'est beaucoup les travaux d'Erikson qui a été le pionnier dans le domaine psychosocial. En fait, il faut savoir que Erikson était un Autrichien et son père l'a abandonné à la naissance. Donc, sa mère s'est remariée et elle s'est remariée avec un homme, un médecin qui s'appelle, son nom de famille, c'était Homburger. Et donc, pendant toute sa jeunesse, il s'est appelé Erik
hamburger. Il a travaillé avec Freud, il a vraiment étudié avec Freud pendant un certain moment la psychanalyse, tout ça. Puis, à cause de l'invasion des Allemands notamment, il a décidé d'immigrer aux États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a décidé de prendre l'identité d'Erik Erikson. Puisqu'il ne s'est jamais su qui était son père, il a décidé de lui-même choisir son nom et il s'appelle Erikson, donc le fils d'Eric. Donc, il se définissait comme étant lui-même son père et sa mère, donc il était son propre fils. Donc, Erik Erikson, d'où vient son nom? Ça vient de là. Et là, vous comprenez juste avec son histoire que cet homme-là s'est intéressé toute sa vie à la question identitaire. Donc, bon, ça peut vous paraître farfelu, mais moi, j'aime bien cette histoire-là, fait que je la raconte presque tout le temps. Passons à d'autres choses. Donc, 2 traditions, je vous dirais, dans la littérature actuelle, dans l'identité. La tradition plus, je vous dirais, ancrée, plus vieille, c'est la fameuse tradition, et ceux qui m'ont dit « oui, je connais Erikson », puis qui se rappellent de leur cours sur l'identité, puis sur le développement psychosocial, vont se rappeler de la notion des statuts identitaires et des processus. Donc, une tradition qui est beaucoup plus quantitative. Et là, ce tableau-là va peut-être vous aider. Donc, selon la tradition plus quantitative, l'identité est le produit de 2 processus, à la fois l'exploration et l'engagement. Selon que l'exploration ou l'engagement est fort ou faible, ça va donner 4 possibilités d'identité, donc l'identité diffuse, où il y a peu d'exploration, peu d'engagement. L'identité qu'on dit moratoire, où il n'y a pas d'engagement, mais il y a beaucoup d'exploration. L'identité foreclose, où l'identité est vraiment, on est engagé dans une version de soi-même, mais on n'a pas beaucoup exploré. Donc, souvent, on voit ça chez des jeunes qui vont adopter en bloc, par exemple, les valeurs, les idéaux de leurs parents, sans nécessairement se questionner. Et finalement, on a l'identité achevée, qui est comme l'issue, le bout de ligne, où là, on est à la fois, on a exploré, puis on se décide vraiment sur une identité, ce qu'on doit être ou représenter. Donc, cette tradition-là, comme je vous disais, vient notamment de l'opérationnalisation de Marcia, qui a pris la théorie d'Erikson et qui en a fait vraiment quelque chose qui est mesurable. Puis, on a aussi, plus récemment, mais qui est quand même pas non plus d'hier, la tradition plus narrative. Et là, la tradition narrative, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle, en fait, c'est au-delà des différents statuts qui sont un peu figés dans le temps, comme si on... Puis, pour certains auteurs qui sont dans la tradition plus narrative, disent que tout ce qui touche les statuts, bien, c'est pas vraiment ça. C'est comme si ça touchait pas à l'essence de ce qu'est l'identité. Donc, dans l'approche plus narrative, on y va dans quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de beaucoup plus, je vous dirais même à la limite, symbolique. Puis, on pense que l'identité, en fait, ça se mesure pas nécessairement, mais c'est plutôt l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes à propos de nous. Donc, en fait, nous sommes notre histoire et non pas autre chose. Et là, on est beaucoup plus dans des auteurs plus récents, comme je vous disais, notamment McAdams, dont je vais vous parler beaucoup aujourd'hui, MacLean, mais il y en a vraiment une panoplie maintenant, là, je vous dirais, depuis les 30 dernières années, qui s'intéressent beaucoup à l'approche plus narrative de l'identité. Un autre aspect de l'approche transcendance que je vais vous parler du projet tout à l'heure, quand on parle d'identité narrative, bien, OK, c'est bien beau, on est l'histoire qu'on se raconte à propos de nous-mêmes, mais qu'est-ce que c'est notre histoire? Comment on fait pour raconter ça? Bien, souvent, le médium qu'on va utiliser, c'est le récit. Le récit, en fait, c'est quelque chose qui fait partie de la vie depuis tous les temps. Qu'on pense, par exemple, aux récits, aux légendes autochtones, ou qu'on pense à quelque chose de beaucoup plus actuel, où là, on va raconter notre histoire. On pense aux réseaux sociaux, qu'on pense à Occupation Double, où l'idée est toujours de mettre en avant-plan notre histoire, ce qu'on est. On a toujours été, depuis la nuit des temps, intéressés par le récit. Ça fait partie de la race humaine. C'est un peu ce qui nous sépare, si vous voulez, des animaux, où on peut raconter notre histoire, raconter des histoires. Quel lien avec l'identité narrative? Bien, l'identité narrative, en fait, comme je vous disais, toute la tradition de l'identité narrative repose sur la croyance ou l'assise selon laquelle la construction du passé et notre capacité d'imaginer le futur, ça nous permet de donner un sens à notre vie. Et à travers l'identité narrative, en fait, l'individu va communiquer à la fois à lui-même, mais aux autres, comment il est devenu cette personne et comment il pense que sa vie va s'organiser dans le futur. On pense que l'identité narrative, la capacité de se raconter notre histoire, débute à l'adolescence, assez tôt à l'adolescence,
mais va culminer à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. Toutefois, notre récit va changer tout au long de notre vie. Quand je vous dis changer, évidemment, les faits marquants ne changeront pas nécessairement, mais notre position par rapport à ces faits-là va changer, va évoluer tout au long de notre vie. Et le récit, quand je parle de récit, ici, on fait vraiment référence au récit autobiographique, donc le récit de soi. Bien, je vous dirais que si on essaie de faire un lien entre le récit et l'identité narrative, c'est un peu le médium, c'est le moyen avec lequel on va raconter cette histoire-là. Et l'audience peut être à la fois très interne par rapport à nous, mais souvent va s'opérationnaliser beaucoup plus de façon externe quand on raconte les événements de notre vie à quelqu'un. Il faut savoir que le récit, il y a quelque chose d'assez subjectif. Ça va dépasser le simple souvenir exact de ce qui s'est passé, mais plus la reconstruction. Puis évidemment, quand on parle de récit, quand on demande à quelqu'un « raconte-moi ta vie, elle m'intéresse ta vie », bien, cette personne-là va choisir des éléments qui sont marquants pour elle, va mettre l'accent sur ça, et ces éléments-là sont choisis, même si, dans les faits, si on regarde sa vie objectivement, ces événements-là n'ont pas été plus gros, plus longs ou plus importants que d'autres selon nous, mais pour cette personne-là, c'est ça qu'elle veut nous raconter, donc c'est ça qui, pour elle, forge sa personnalité, son identité. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la capacité de faire un récit de vie cohérent, notre capacité à raconter notre vie de façon cohérente, chronologique, et d'en parler avec des détails, c'est associé à une santé mentale positive, à un cheminement aussi au niveau de l'identité. Donc, bref, le récit va aider à construire. Quand on décide de mettre en récit notre vie, ça nous permet de construire notre identité, ça nous permet de la communiquer et de la transmettre aussi, par exemple, de génération en génération. L'identité narrative, bon, outre le fait qu'elle constitue une des façons de comprendre, d'appréhender, de mesurer c'est quoi l'identité, à part les statuts, pour certains auteurs, va même représenter une part importante de la personnalité. Donc, la personnalité se construit, selon McAdams notamment et d'autres auteurs, entre 0 et la fin de la vie, mais au tout début de notre vie, on est surtout un acteur. Donc, l'enfant, entre 0, 4 et 5 ans, va surtout être un acteur. Et si on fait le parallèle un peu avec le domaine artistique, l'acteur, il va jouer un script qui lui est dicté par son environnement. Donc, si ses parents l'encouragent en telle voie, bien, il va faire telle chose. Donc, il va jouer vraiment un script qui est plutôt écrit pour lui et non pas qui est décidé. À partir de l'âge scolaire, grosso modo, l'acteur va demeurer, mais va aussi s'ajouter à la personnalité la qualité d'agent. Ici, encore une fois, si je fais le parallèle avec le monde artistique, l'agent va être celui qui va dire à l'acteur, bien, poursuis tel projet, va dans tel but. Donc, c'est beaucoup associé à l'âge scolaire parce que là, l'enfant va déterminer, ah, ben moi, ça m'intéresse de faire telle chose, ça m'intéresse de m'inscrire dans tel sport, ça m'intéresse de poursuivre tels objectifs. Donc, l'agent va vraiment comme être l'aspect plus motivationnel, si vous voulez, de la personnalité, qui va moduler un peu les actions de l'acteur. Et finalement, vers la fin, le milieu de l'adolescence et, je vous dirais, mi-âge adulte, donc ça dépend vraiment des contextes, on va découvrir l'auteur. L'auteur qui est non seulement la personne qui va écrire, là, donc on peut le voir comme ça, mais qui va être capable de faire un récit, mais qui va donner un sens à ce que l'agent et l'acteur fait. Donc, l'auteur va à la fois donner un sens à tout ce qui s'est passé et choisir de donner un autre tournant à son histoire. Donc, l'auteur se construit et là, va dépasser même l'aspect motivationnel pour dire, bien, là, je regarde ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant, voici ce que j'ai fait ou ce que je me suis investi. C'est plus ça que je veux nécessairement. Je veux faire autre chose de ma vie. Je veux écrire telle partie de ma vie. Et donc, on fait le parallèle avec l'auteur qui va donner, si vous voulez, va changer le scénario, qui va changer un peu ce qui va être fait par l'acteur et l'agent. Ici, je vous présente un peu, parce que c'est important, les gens, souvent, quand je présente ça, disent « Ah, ben
une fois que l'agent est arrivé, l'acteur disparaît, ou l'auteur arrive, puis là, tout le reste prend le bord, c'est pas tout à fait ça. En fait, toute notre vie, qu'on soit en milieu de travail, on va jouer le rôle d'un acteur. On sait ce qui est attendu de nous, par exemple, par notre boss. On sait ce qui est attendu de nous quand on va rencontrer le professeur de notre enfant parce qu'il a fait un coup ou whatever. On va pas nécessairement sortir l'auteur. Là, on est souvent des acteurs. On reste des acteurs toute notre vie. Sauf que plus l'âge avance, plus l'agent, notre acteur va être guidé par notre agent, puis notre côté auteur qui va venir un petit peu plus tard. Il faut savoir aussi qu'au niveau de l'auteur, il y a certaines personnes qui, parce que la vie est tellement complexe, il y a certaines personnes qui ne seront pas jamais en mesure de développer, ou en tout cas qui vont le développer vraiment plus tard, leur capacité de donner un sens à leur vie. Les gens qui sont continuellement comme aux prises avec des problèmes majeurs dans leur vie n'arrivent pas nécessairement à prendre le recul nécessaire pour être capable de dire « Ah, ça m'est arrivé, je regarde le fil conducteur, puis c'est ça que je veux plus dans ma vie, je vais changer. » Donc, pour arriver à faire ça, il faut que la vie nous donne une pause. Il ne faut pas qu'il y ait des événements qui se succèdent constamment dans notre vie. Donc, on pense que c'est le développement normal, mais ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les personnes, ça se développe de cette façon-là. Et donc, l'acteur ici, j'ajoute que c'est d'intégrer ces différents rôles en un tout cohérent, constant et capacité de mettre ensemble diverses versions de soi. Et 2 éléments sont essentiels, notamment, pour arriver à devenir auteur. C'est d'abord la capacité de prendre un recul puis de donner un sens aux événements, donc de tirer des leçons de ce qui nous arrive. Et la capacité de dire, bien, je ne veux plus ça, je prends d'autres décisions. Donc, le pouvoir d'agir, tout le côté agentif de la personne. Je vous parle aussi, dans un autre pan du projet, de la résilience. En fait, ici, je vous mets quelques définitions de la résilience. Il y a beaucoup d'auteurs qui se penchent sur la résilience. Il y a un terme galvaudé comme l'identité, c'est bien la résilience, mais bon. Ici, je m'appuie beaucoup sur Maston, qui est quand même une des personnes qui a le plus écrit sur la résilience. Mais avant tout, si on peut le définir, trouver une définition qui est quand même accessible pour tous, qu'est-ce que c'est la résilience? Bien, c'est surtout la capacité de s'adapter, de s'acquitter des principales tâches développementales ou ce qui est attendu de nous, et ce, en dépit des adversités. Donc, pour qu'on parle de résilience, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très utilisé, qui est surutilisé d'ailleurs, il faut qu'il y ait dans la vie d'une personne un risque suffisamment grand qui va menacer le développement et que la personne, malgré ce risque suffisamment grand-là, soit en mesure de s'adapter. Donc, ici, souvent, on va parler de résilience, cette personne-là est donc bien résiliente, mais finalement, il n'y avait jamais eu de risque important dans sa vie. Donc, il faut quand même que, pour qu'il y ait résilience, qu'on considère qu'il y a eu un risque suffisamment important. C'est pour ça que je vous dis que des fois, la résilience... Et quand on parle de l'individu est en mesure de s'acquitter de ses tâches à l'adolescence et à l'âge adulte, la transition, c'est beaucoup la construction identitaire. Donc, lorsque la personne a vécu beaucoup d'épisodes difficiles dans sa vie et que malgré ça, à l'adolescence et à l'âge adulte, arrive à donner un sens à sa vie puis dire, bien, moi, je veux choisir autre chose, je veux être autre chose que ce que je suis ou ce que j'ai été, bien là, on parle de résilience habituellement. J'arrive à mon projet de transcendance parce que là, tout ça, c'était des notions peut-être un peu désarticulées. Le projet de transcendance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un projet de recherche en partenariat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait pour but de recueillir des récits de vie auprès de jeunes vulnérables. Je veux ici faire attention parce que quand on a décidé de faire ce projet-là, donc avec nos partenaires, l'objectif, ce n'était pas nous de déterminer c'est quoi la vulnérabilité. Donc ici, là, il y a quand même quelque chose d'assez, je vous dirais, subjectif. Nos annonces, quand on recrutait des personnes, oui, à la fois, on avait des gens qui travaillaient au squat Basseville, on avait du monde un peu partout qui venait en aide à des jeunes vulnérables. Donc, par définition, on s'en doutait qu'on aurait des jeunes quand même très à risque. Mais on a eu aussi beaucoup de popularité sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les jeunes, l'autre affiche disait tu as l'impression que tu as vécu des difficultés à la transition à la vie adulte, ta vie nous intéresse, viens nous la raconter. C'était simplement ça. Fait que tu as l'impression d'avoir vécu des difficultés, tu n'as pas trouvé ça facile, donc ta vie nous intéresse, viens nous la raconter. Bien, ça veut dire que pour certaines personnes qui, par exemple, ont vécu le deuil d'un grand-parent puis qui ont été complètement chamboulées par ça, bien, on a certaines personnes qui ont répondu à notre appel. On ne leur disait pas « Ah non, c'est pas assez vulnérable ». On leur disait « OK, c'est correct, ça nous intéresse ta vie ».
D'une part, pour nous, c'était beaucoup plus facile. Et d'autre part, ça fait en sorte que les gens se sentent pas stigmatisés. Donc, un des projets, pourquoi le mot transcendance notamment, c'est qu'on voulait transcender aussi beaucoup l'idée de silo, de dire, on va s'intéresser juste aux jeunes de la rue, ou juste aux jeunes qui sortent des centres jeunesse, ou juste aux jeunes qui ont décroché. Donc, quand on va par problématique comme ça, c'est comme si on se limitait. Et on ne prend pas en compte la réalité que ces gens-là, souvent, ont de multiples problématiques qui dépassent juste un service ou une communauté. Donc, on est allé vraiment dans cette façon-là. Puis, ça fait en sorte qu'on a une échantillon très, 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 je vous dirais, bigarré, très, très varié. Donc, on a plusieurs aussi étudiants universitaires, puis on se dit, les étudiants universitaires, eux autres, mais finalement, quand on regarde les récits de vie de certains étudiants universitaires, c'est aussi, il y a autant d'obstacles, il y a autant de difficultés, parfois très, très majeures, que d'autres personnes qui, d'abord, à prime abord, on aurait pensé qu'il y aurait eu vraiment de la difficulté. Donc, on est allé comme ça. Les gens nous disaient, vous allez voir, quand les entrevues de cette nature-là, c'est dur de recruter, c'est difficile, vous allez avoir de la misère à faire votre échantillon. Donc, on s'est retroussé les manches, on a travaillé là-dessus. Puis, en fait, on a lancé le projet en février 2018. Et déjà, au mois de mai 2018, on avait 75 % de notre échantillon. Et là, même, c'est nous qui a dit, ça va quasiment trop vite. On a comme ralenti la chose, mais ça a été extrêmement populaire. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer une banque de récits de vie qu'on pouvait partager à la fois entre chercheurs, d'une part, mais aussi les partenaires, des gens qui travaillent avec nous dans notre projet. L'idée, c'était d'exploiter à la fois d'un point de vue scientifique ces données-là, d'un point de vue pour nourrir aussi l'intervention, les gens qui veulent en savoir plus sur leur population, leurs clients, mais aussi, et ce qui faisait un peu, je vous dirais, l'aspect plus novateur de notre projet, c'est qu'on voulait développer tout un côté artistique à ce projet-là. Bon, on avait 2 volets artistiques. Le premier, on voulait recueillir les récits, outre l'entrevue, la fameuse entrevue qu'on utilise typiquement, on voulait colliger les récits de façon artistique, par exemple en utilisant la photo, en faisant des sous-groupes. Mais ça a été tellement rapide, notre recrutement, qu'on n'a pas été capable de mettre ça en place. Donc, un peu déçu de ça. Par contre, ce qu'on a fait, et là, je vais vous en parler un petit peu plus à la fin, qui est comme un résultat, je vous dirais, marginal, une retombée marginale, mais très, 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 très vraiment intéressante puis vraiment motivante de ce projet-là, c'est que plusieurs récits ont été repris par des artistes et qui ont été revus, et les artistes ont créé une œuvre à partir des récits. Donc, ça peut être des dessins, ça peut être des textes, ça peut être... on a des chanteurs de rap qui nous ont fait une chanson avec des récits. Donc, on a un collectif qui va sortir. On a eu une subvention du ministère de la Culture avec Point de rue à Trois-Rivières. Et ce collectif-là devrait sortir au mois de mars à peu près. Donc, vraiment des récits qui ont nourri les artistes. Et les artistes, par définition, vont renvoyer l'œuvre à chacune des personnes qui ont donné leur récit. Donc, ce qui est vraiment agréable aussi, c'est de voir comment ce projet-là, les vies des gens qui nous ont raconté vraiment leur vie de façon très, très généreuse, a touché tellement de personnes. Et c'est une façon aussi de donner une voix à ces participants-là. J'arrête parce que sinon, je vais passer là. Donc, c'est qui l'équipe? En fait, c'est un peu ce que je vous disais. Donc, on est vraiment plusieurs chercheurs. Moi, je suis à la tête du projet, mais ce projet-là aurait pas jamais été possible sans mes collaborateurs, Marie-Christine, comme je vous ai parlé, Marie-Claude Richard, Isabelle Dufour, Annie Fontaine, qui sont à l'Université Laval. J'ai Chantal Plourde à l'UQTR aussi avec moi, Georgia Vracas, Aude Villate qui est à l'UQO et Mathilde de Turcotte qui est au Centre jeunesse à Montréal. Donc, c'est tous les chercheurs qui sont avec nous. Les partenaires, c'est qui? On a le Point de rue, la coopérative de solidarité, les affranchis, qui sont le pendant artistique, si vous voulez, de notre projet, qui ont comme vraiment coordonné tout le projet que je viens de vous parler. On a le CRUGEF, on a la QRP, on a aussi le Squat Basseville qui s'est rajouté. On a eu quand même beaucoup de personnes qui sont rajoutées au fur et à mesure. Je ne vous nommerai pas les étudiants. On a plusieurs étudiants qui travaillent avec nous, qui utilisent les données notamment pour leur mémoire ou leur thèse. Donc ça nous aide aussi. Parce que pour nous, outre le fait que les artistes ont pris quelques récits pour en faire des œuvres, l'objectif d'avoir 91 récits, pourquoi qu'on a arrêté? C'est parce qu'à un moment donné, on s'est dit,
on veut rendre justice à tous ces gens-là qui nous ont qui nous ont raconté leur vie. Et dans les faits, ça devient difficile parce que c'est des récits, quand ils sont tapés en verbatim, c'est des trentaines de pages. Donc, ça devient difficile de tout prendre dans des données scientifiques, de tout prendre pour faire un collectif d'artistes. Et donc, c'est à travers les étudiants, à travers l'utilisation dans nos cours, que la totalité, là, présentement, c'est la très grande majorité, que tous les verbatims vont avoir nourri quelque chose. Donc, c'est vraiment un souci qu'on a d'utiliser l'ensemble des données qui nous ont été, je vous dirais, offertes. L'entrevue, à quoi ça ressemble? En fait, l'entrevue est basée sur l'entrevue de McAdams qui a comme objectif, en fait, d'être divisée. Bon, quand on parle de récit de vie, il n'y a pas juste une façon de recueillir un récit de vie. Il y a certains chercheurs qui vont utiliser une phrase très, très large comme « raconte-moi ta vie » et après ça, ne vont plus intervenir nécessairement. McAdams est un petit peu plus, je vous dirais, encadrant, mais pas tant que ça non plus. Donc, on s'est inspiré de McAdams, puis on a dit, quand on avait quelqu'un qui était intéressé par l'entrevue, on lui envoyait un peu une espèce de document très court de préparation à l'entrevue. Et donc, on lui disait, bien, quand tu vas participer à l'entrevue, voici ce qu'on va te demander de faire. On va te demander de faire d'abord un survol général de ta vie. Puis je veux que tu l'imagines comme un livre ou une série télé ou un film et que tu la sépares en chapitres. Par exemple, c'est un livre. La personne a le choix de dire, ben moi, j'ai 2 chapitres dans ma vie, par exemple, jusqu'à 15 ans puis après 15 ans. On a des personnes qui ont 8 chapitres. Et les chapitres sont déterminés par les relations. Ça, c'est quand j'ai eu mon premier chum, ça, c'est mon deuxième chum, troisième chum. C'est comme ça qu'ils séparent leur vie. Il y en a qui n'en ont pas. Et on leur demandait de donner un titre à chacun des chapitres et à déterminer, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout d'un coup, tu n'es plus dans le même chapitre? Qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Donc, ça, c'est la première partie, le survol général de l'entrevue, où là, on leur demande vraiment, je veux que tu m'expliques, tu me racontes vraiment ta vie de façon générale, puis tu me la divises en chapitres. Comme je vous disais, les personnes qui participent ont un document préalablement. Donc, on n'arrive pas dans une entrevue le jour J, puis ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre. Ils savent un peu à quoi s'attendre. Ensuite, à partir de cette première portion-là, qui nous raconte quand même, je vous dirais, le contenu de la moitié de l'entrevue. Donc, le survol va durer au moins la moitié, ou presque, ou parfois plus, de l'entrevue. Et ensuite, on leur demande de préciser certaines scènes clés. Notamment, on va lui demander, bien, une scène ou bien un chapitre clé ou un événement clé dans ton livre, nomme-moi le moment le plus positif. Essaie de me le décrire avec le plus de détails possible. Qu'est-ce que tu as ressenti? Avec qui tu étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Le moment le plus négatif est un autre scène qu'on lui demande de définir. La scène point tournant. Parle-moi d'un moment dans ta vie où tu as vécu vraiment quelque chose qui a fait changer ta vie. Le point tournant peut être à la fois positif ou il peut être négatif. Un moment aussi de révélation. On dit connaissance de soi, on l'appelle le moment spiritualité. En fait, le moment où dans ta vie, tu as comme compris quelque chose. Il est arrivé quelque chose, là, puis là, c'est comme si tu étais plus connecté sur toi-même ou avec quelqu'un d'autre. On appelle ça le moment spiritualité. Puis quand les gens disent « Ah, spiritualité, ça me dit rien, je comprends pas ce que tu veux dire », bien, un moment où tu as eu comme une révélation à propos de toi-même. Finalement, on a aussi les valeurs les plus importantes et les défis qui ont été surmontés. On finit l'entrevue en disant « OK, là, tu nous as parlé de ta vie, ton livre, tu m'as parlé de tant de chapitres, tu m'as précisé des scènes clés. Maintenant, j'aimerais ça que tu me dises, s'il y a une suite à ton livre, ça serait quoi la scène future? Si je te retrouve dans 5 ans, tu publies un autre livre sur ta vie, tu vas être où? » Donc, un des objectifs de Transcendance était aussi de permettre aux personnes en faisant l'espèce de récit de vie, d'arriver à dire « Ah, ben là, avec tout ce que j'ai vécu, ben voici ce que je suis capable d'imaginer pour mon futur. » Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler aussi sur la dernière scène qui était, si vous voulez, la suite du livre, la suite de la série, le tome 2, pour que les personnes arrivent à se projeter dans l'avenir. Donc, ça, c'est le canevas. Pour vous exprimer un peu comment ça... Les entrevues vont durer, au début, on était vraiment on n'était pas très encadrant, donc il y a certaines entrevues au début qui duraient jusqu'à 3 heures. On a des entrevues, à la fin, je vous dirais que les entrevues se tenaient entre 1h30 et 1h45. Donc, c'est quand même un bon moment. Au début, on s'est dit aussi, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à aller au bout de la patente, on va faire en 2, mais c'est jamais arrivé. Donc, souvent, les gens, quand ils sont embarqués,
Il faut savoir aussi qu'on offrait 40 $ comme compensation financière. Donc, on a eu quand même des jeunes qui, très, très honnêtement, par exemple, quand notre intervieweur s'est rendu chez la personne pour faire l'entrevue, elle dit là, moi, là, je vais te le dire, bien franchement, je fais ça pour le 40$. Parce qu'elle dit, moi, là, j'en ai pas d'émotion, ma vie, je la raconte, puis ça me touche pas pantoute. Donc, pour cette personne-là, c'était vraiment le 40$. Mais là, elle commence à parler de sa vie, son récit, et en plein milieu du récit, l'intervieweur est obligé de mettre pause, puis la personne était tellement dans les émotions qu'elle était même allée vomir, donc elle était allée malade, ça l'a vraiment touchée. Puis quand elle est arrivée à la fin de l'entrevue, elle dit, ben je me rends compte finalement que j'en ai vécu en Montadie des affaires, puis je me suis rendue jusque-là, j'en viens pas, tu sais, j'ai l'impression que ma vie, c'était toute la M, mais finalement, je me rends compte que j'ai passé à travers plein de choses, puis ça m'a vraiment aidée. Donc, c'est vraiment, puis je vous dirais que la majorité des entrevues, quand on leur demande à la fin « Comment tu as trouvé ça? », on a des commentaires vraiment très positifs. Donc, les résultats, en fait, bon, je veux d'abord vous parler de l'échantillon qu'on a utilisé. Il faut savoir que comme je vous disais, nous, pour cette analyse-là, on a utilisé seulement 18 verbatim. C'est une trentaine, entre 25 et 30 pages, parfois c'est plus, d'analyse de données. Donc, c'est très, très long à analyser. Et c'est pour ça qu'on y va souvent comme avec un sous-groupe, un sous-échantillon. Ici, on voulait vraiment des jeunes on voulait déterminer à travers les récits si, d'après les définitions qu'on connaît de la résilience, si nos jeunes étaient ou non résilients. Donc, très subjectif d'ailleurs, mais quand même, on voulait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il y ait résilience, il faut d'abord qu'il y ait un risque suffisamment grand. Donc, on est allé vraiment avec 18 personnes qui, dans leur situation, ont suffisamment de risques pour se qualifier comme, s'ils sont adaptés, comme résilients. Donc, plusieurs qui sont pris en charge par le système, donc la moitié. Système adulte, c'est souvent au niveau des services en psychiatrie qu'on a, ou encore les centres de réadapte au niveau en dépendance. Problèmes familiaux, c'est la moitié, plus que la moitié en fait. Donc, on a problèmes scolaires, abus sexuels, intimidation, violence subie. Donc, on a vraiment beaucoup de problèmes. Évidemment, les catégories ne sont pas mutuellement exclusives. Même si notre appel à tous pouvait toucher tout le monde, on a beaucoup, beaucoup de gens dans notre échantillon, je vous dirais plus de la moitié, qui ont transigé à travers les services de la protection de la jeunesse. Et on a aussi énormément de personnes qui ont et qui se disent, quand je vous dis qui ont, c'est pas nous qui l'avons évalué, mais qui se disent être aux prises avec des problèmes de consommation et de dépendance. Donc, on a beaucoup, beaucoup de ça. Quand on arrive dans des données comme ça, aussi denses, aussi riches, souvent, on se prépare un petit filet de sécurité pour se dire, bon, ben, qu'est-ce que je veux chercher? Parce que dans le fond, quand on lit ça, il faut savoir que quand on en lit, quand on a lu 3 dans la même journée, souvent, c'est déjà très ardu. Donc, on se dit, bon, mais par où on prend ça? Qu'est-ce qu'on va chercher? Donc, c'est sûr que nous, moi et Marie-Christine, dans le cas de cette présentation-là, on s'est dit, bon, on va partir avec ce qu'on connaît de l'identité narrative, on va aller chercher ça, plus qu'on connaît de la résilience, puis on est parti de ce point de départ-là. On n'a vraiment pas, dans les 18 récits qu'on a analysés, on n'a pas vraiment été chercher l'essence de tout ce qu'il y a dans le récit. On est parti vraiment avec des points de départ, donc on est vraiment dans une analyse plus déductive. On part avec des balises, avec des choses à chercher qu'on va chercher et non pas on part avec rien puis on trouve plein de choses. Ce qui aurait été aussi fort intéressant puisqu'on fait aussi dans d'autres cas. Donc, quand on parle d'identité narrative, comme je vous disais, quand on parle de l'auteur, quand on parle de la capacité de se raconter notre histoire puis de donner un sens à notre vie, bien, ça peut, comme si vous voulez, se définir en divers petits concepts qu'on appelle des thèmes. Et les 2 premiers thèmes sont la rédemption ou la contamination. Quand on va lire soit une portion du récit précis ou bien le survol général, on peut arriver à définir si il y a la rédemption, donc une séquence qui part d'un événement très négatif, mais qui, au bout du compte, tourne en quelque chose de positif. Par exemple, le fait que le père d'un participant meurt subitement
puis ça cause un choc à toute la famille, bien, ça l'oblige à reprendre contact avec ses frères qui étaient vraiment en chicane depuis plusieurs années, puis que finalement, la famille est beaucoup plus proche qu'elle l'était quand le père était en vie. Donc, l'événement très négatif de sa vie a débouché sur quelque chose de plutôt positif. Donc, on appelle la rédemption. À l'inverse, et vous allez voir tout à l'heure, j'ai comme un extrait de contamination aussi, de rédemption d'ailleurs. La contamination, qu'est-ce que c'est? C'est quand quelque chose au départ est relativement positif, puis va tourner en quelque chose de très négatif. L'exemple que je vous cite, par exemple, la personne va nous dire, bien, c'est quoi le moment le plus la scène la plus positive? Elle va nous dire, bien, c'est quand j'ai eu 18 ans. Mais finalement, j'ai eu 18 ans, fait que là, t'es libre, mais finalement, t'es libre, mais t'es responsable de tes actes. Fait que tout ce qui t'arrive, c'est toi qui... Avant, quand j'étais jeune, ben je disais, je veux du steak haché, maman me faisait du steak haché, ben maintenant, c'est tout moi qu'il faut qu'il prenne en charge. Donc, un élément qui était positif au départ, avoir 18 ans, être plus libre, et raconter, puis finalement, dans le récit, c'est en spirale négative, ça finit en négatif. Donc, la contamination, c'est un peu l'inverse de la rédemption. L'agentivité, c'est les séquences, dans le fond, on va codifier les séquences où le narrateur ou le protagoniste, la personne qui va raconter l'histoire, va s'attribuer du pouvoir dans son histoire, où il fait des choix, où il influence le cours de sa vie, il se sent responsable. Je vous donne 2 exemples. On a un jeune toxicomane sévère qui a fait beaucoup de prison, qui, à un moment donné, dans le récit, nous dit « Bien, à un moment donné, j'ai voulu changer de vie. » Puis ça, c'est un moment où un de ses meilleurs amis s'est suicidé. Bref, il vit vraiment des choses très difficiles. Puis il dit, là, je me suis rendu compte que j'étais assis chez moi, puis je me suis dit, bien, ma nouvelle vie, elle viendra pas frapper à ma porte. Elle viendra pas dire, hey, en passant, c'est aujourd'hui que ta vie change. C'est moi qu'il faut qu'il la change. C'est moi qu'il fallait qu'il prenne en main ma vie. Il fallait que je mette des choses en place. Il fallait que je mette des choses en branle pour que ça change. Exemple d'agentivité. Donc, ici. Tandis qu'on a d'autres personnes qui sont, dans leur récit, continuellement victimes de leur vie. C'est comme si, puis effectivement, ils sont victimes. Quand on parle de leur enfance, ils ont vécu toutes sortes de choses très, très, très atroces. Mais encore aujourd'hui, bien là, la madame m'a pas rappelé, c'est elle, c'est la faute de telle personne, ces gens-là veulent pas que je réussisse, il y a personne qui, je suis pas sur une bonne étoile. Donc, jamais va dans le cours de son récit, ni au début, ni à la fin, prendre les responsabilités. C'est sûr qu'un enfant qui a été, là je vous dis pas qu'un enfant qui a vécu des abus, qui a été placé plusieurs fois, déplacé, est responsable de ce qui lui arrive. Mais à l'âge où on passe l'entrevue, bien souvent, presque la moitié des gens vont nous dire, bien là, j'ai décidé de prendre les choses en main puis de changer quelque chose, de faire. Je me suis inscrite à l'école, je voulais que ça change, je voulais être un exemple pour mon fils, pour ma fille, etc. Puis on a d'autres personnes qui sont constamment comment je pourrais vous dire, qui coulent avec les événements. C'est les événements qui dirigent leur vie et c'est non pas eux. La communion, c'est les séquences où le protagoniste va décrire des relations très intimes, un attachement profond, donc très positif, quelque chose qui partage de très intense avec les gens. Et la signification, finalement, c'est les séquences où la personne va donner un sens à ce qui lui est arrivé. Bien là, cet événement-là, ça m'a permis de comprendre tel ou tel aspect et de choisir de faire tel choix. Donc, ces éléments-là, c'est ce qu'on allait chercher dans les récits. Un autre point de repère, un point de départ qu'on avait, c'était d'aller chercher des archétypes. Les archétypes, qu'est-ce que c'est? Un archétype narratif, en fait, c'est comme une espèce, si vous voulez, l'intrigue principale de l'histoire. Est-ce que la personne va nous raconter un drame? Est-ce que c'est une aventure? Est-ce que c'est un suspense? Est-ce que c'est... Donc, l'idée, c'est de voir, bien, c'est quoi l'espèce de trame de l'histoire? Pour plusieurs auteurs, on pense que les archétypes, donc notre trame d'histoire, va être guidée par les éléments de notre culture. Notamment, si on compare, par exemple, des récits de vie de personnes qui viennent du Japon, puis des personnes qui viennent des États-Unis ou bien de l'Amérique du Nord, bien, souvent, ceux qui sont en Amérique du Nord vont avoir un archétype ou un type d'histoire qu'on appelle une trame rédemptrice. Par définition, parce que tous les films finissent bien, parce que tout finit bien, il faut tout le temps que finisse bien, les gens vont donner quelque chose, vont se sentir l'obligation de donner une trame ou un ton positif à la fin de leur récit. Ce qui n'est pas nécessairement le cas dans d'autres cultures. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Ici, on s'est appuyé sur, et là, je ne vous les lirai pas, mais plusieurs types d'archétypes
à la fois des archétypes qui sont positifs, où là, vraiment, on a, par exemple, l'idée rédempteur, le périple transformateur, les difficultés qui vont nous rendre finalement, qui vont nous rendre meilleurs à la fin. La pente ascendante, où là, la personne va tranquillement, pas vite, faire des petits pas vers l'autonomie, vers la liberté, vers le bien-être. Et la renaissance du phénix, en fait, où le récit va... On a l'impression que le récit est assez négatif, mais on sent le ton de l'espoir. Donc, il y a aussi toute la question de la voix, où la personne va se positionner par rapport à son récit. On a ceux qui sont paradoxaux. Je ne vous les lis pas parce qu'on a vraiment juste 2. On a notamment l'histoire cyclique, qui caractérise quand même plusieurs de nos récits, où là, on a l'impression que les événements se répètent tout le temps. Par exemple, et ça, c'est vraiment, jusqu'à maintenant, ceux qu'on a analysés qui sont un peu cycliques, c'est souvent ceux dont la vie va dépendre constamment des relations et qui vont reproduire constamment les mêmes relations. Donc, bien là, cette personne-là, j'étais avec cette personne-là, là, ça a vraiment mal été, il m'a laissé, et là, je suis tombée en toxico, et là, après ça, j'ai rencontré telle personne-là, ça a bien été pendant un petit moment, puis après ça, donc, on a l'impression que ces personnes-là vont souvent dépendre, leur vie ou leur bien-être va continuellement dépendre des rencontres. Les histoires cycliques se trouvent dans d'autres cas aussi, mais on a remarqué qu'il y avait beaucoup de liens avec les relations. Voilà, c'est à peu près ça. Il y en a différents types. Et finalement, ceux qui sont négatifs, bon, au niveau de la tragédie, on n'a pas vu encore. La tragédie, c'est quelque chose, un récit finalement qui va être de plus en plus négatif, qui va avoir une fin atroce. C'est sûr que les gens qui vont participer à notre étude ne vont pas nous raconter ces histoires-là nécessairement, mais ils vont plus nous raconter des histoires de survie, qui est le deuxième, où on a l'impression que c'est comme si toute leur vie, ils sortent un peu la tête de l'eau pour prendre un peu d'air, mais ils retombent constamment et que toutes sortes d'événements négatifs n'arrêtent pas d'arriver et ils n'arrivent pas à prendre du recul, à changer quelque chose. Donc, l'analyse, je ne parle pas des points tournants aujourd'hui parce que c'était trop long. Sur quoi on s'est basé pour aller chercher les archétypes, notamment, le fait qu'il y ait de la résilience ou non et les éléments liés à l'identité narrative, on s'est basé vraiment sur la première section de l'entrevue pour analyser ces aspects-là. Premièrement, dans ceux qui avaient de la résilience, où on a vu vraiment quelque chose, une essence positive, bien, non sans surprise, évidemment, la résilience est associée à des archétypes dits positifs, ou le périple transformateur, où les difficultés vont mener la personne à quelque chose de mieux. Ça a été vraiment difficile, mais je me rends compte que ça m'a forgé comme personne. La renaissance du phénix ou la pente ascendante. Et les archétypes dits paradoxaux ou négatifs, comme la survie, les histoires cycliques ou en attendant Godot. Là, souvent, la résilience va être peu évidente. Et là, je veux vraiment faire la nuance quand je dis résilience peu évidente. Quand les gens nous ont raconté leur histoire, nous, on ne le sait pas si, par exemple, la veille ou l'avant-veille, il y avait eu quelque chose de majeur dans leur vie, qu'il y avait eu quelque chose de triste, que leur chum les avait laissés, qu'ils avaient perdu leur emploi, etc. Peut-être que le jour X, quand ils nous racontaient leur récit, bien, c'était pas une bonne journée pour eux. Puis finalement, le ton sur lequel ils nous l'ont raconté n'est pas dépendant nécessairement de ce qu'ils sont réellement, mais vraiment plus du contexte. Donc, ces éléments-là, on ne les maîtrise pas. Et c'est pour ça que je dis que dans le récit, tel que raconté cette journée précise-là, on n'a pas vu de résilience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de résilience, OK? Donc, comme je vous dis, la résilience a été... C'est pas un projet qui portait sur la résilience. Nous, ça a été comme un aspect théorique qu'on a voulu aller voir dans ce qu'on avait comme données. On ne peut pas dire... qu'elle n'est pas évidente, puis on ne pense pas non plus que les gens, c'est pas les participants qui nous ont dit « ben non, moi je ne suis pas résilient ». C'est vraiment nous qui l'a fait l'analyse. Donc, c'est pour ça que je dis peu évidente à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que si on reprenait leur récit aujourd'hui, ce ne serait pas différent. En attendant Godot, je fais juste ici une parenthèse. C'est une pièce de théâtre, En attendant Godot, où c'est deux personnes, il y en a qui connaissent En attendant Godot? Non. En tout cas, c'est deux personnes, finalement, qui sont sur un Mac, qui attendent Godot tout le long de la pièce, puis il ne se passe jamais rien. Écoutez, moi, c'est assez plate, là, tu sais. Puis, bien, il y a des récits, puis là, ça aussi, c'est peut-être un jugement, mais des récits où on a l'impression que la personne n'est pas animée par son récit. C'est comme si ça nous racontait une histoire qui n'était pas la sienne. C'est comme s'il était tellement détaché, puis le ton est très monotone. On a l'impression qu'elle est vraiment désincarnée du récit.
Et on n'a pas eu tant que ça, mais sûr que c'est vraiment, vraiment notoire. Notamment, c'est la personne à laquelle je pense, elle raconte sa vie, bien, elle dit, oui, à un moment donné, la DPJ est venue me chercher, puis j'ai été placée pendant 5 mois, mais je ne sais pas vraiment pourquoi, puis je pense que c'est à cause que j'avais un TOC, mais je ne le sais plus, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est comme s'il arrivait plein de choses quand même assez marquantes dans son parcours, mais à chaque fois, c'est aussi grave que si elle avait oublié son cartable à l'école, exemple. Donc, elle nous raconte les mêmes enjeux sur le même ton. Donc, c'est vraiment très spécial. On a l'impression qu'il n'y a rien d'important qui arrive dans sa vie. Elle n'est pas animée. Donc, périple transformateur, évidemment, c'est la majeure des archétypes. Donc, c'est typiquement les gens qui ont vécu des vulnérabilités importantes, des éléments très graves, mais qui vont en ressortir grandis. Ici, c'est une jeune anorexique, en fait, qui a eu des épisodes d'anorexie, mais qui ne se définit pas comme anorexique. Donc, quand je vous parle ici, comment c'est intéressant, ce projet-là, c'est, en fait, notamment, moi, je me suis intéressée parce qu'on a quand même une dizaine de cas où l'anorexie est présente dans le récit. Et on a des cas pour qui l'identité, carrément, tourne autour de l'anorexie. Que ce soit les scènes clés, que ce soit le survol, elle nous parle carrément. Elle se définit comme une anorexique ou comme une anorexique en guérison. Puis, on a les mêmes personnes qui ont été hospitalisées, tout ça, mais qui vont nous parler de l'anorexie dans leur scène la plus négative, mais ne vont pas nécessairement en parler autrement. Donc, quand je vous dis, par exemple, si on prend ça d'un point de vue extérieur, si on s'intéresse aux gens, aux personnes anorexiques, puis on dit, bien, tous ceux qui sont hospitalisés, ce sont des personnes anorexiques graves, sévères, puis on les met toutes dans le même bain, mais ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là se définissent autant comme une personne anorexique que nous, on peut le faire. Et donc, ce projet-là, ce qui est intéressant, c'est encore une fois l'idée de ne pas traiter la personne à cause de sa problématique, nécessairement. Elle est plus que ça, puis la preuve en est qu'effectivement, pour les personnes qui ont vécu presque le même parcours, il y en a qui vont se définir comme telles et d'autres pas du tout, ne vont pas mettre l'accent là-dessus. Et là, cette personne-là dit, bon, bien, c'est vraiment bizarre parce que pour la première fois, on dirait que je ressentais, même si j'avais eu des problèmes de nourriture, que je ne voyais quasiment plus personne, mais j'étais bien avec moi-même. C'était fou, j'étais. Puis le fait que je m'étais beaucoup entraînée en thérapie, je nageais, je faisais du sport, j'étais comme, on dirait, en paix, en symbiose avec la nature. C'était vraiment bizarre. Donc, cette personne-là a vécu un paquet d'affaires, des abus, placements répétés, problèmes d'anorexie, et elle nous dit, même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté, puis j'ai encore le problème avec ma nourriture, ça va toujours être un enjeu pour moi, mais je suis capable quand même de constater que je peux faire d'autres choses. Je suis d'autres choses que mes difficultés, mes problèmes. Et ce qu'on appelle, c'est une des personnes qu'on a positionnées dans le périple transformateur parce qu'effectivement, les difficultés ont forgé aussi sa personnalité. Ici, là, c'est vraiment, je suis désolée, l'image n'est pas très bonne, mais en fait, c'est pas, je ne vous lirai pas les différents résultats de façon précise. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, quand l'archétype est positif et quand il y a de la résilience, habituellement, d'abord, il y a plus de séquences associées à l'agentivité, la communion, la signification et à la rédemption. Donc, il y a plus de séquences, donc les gens en parlent plus. Et quand c'est négatif, bien, de façon générale, il y a moins de séquences qui sont codifiées dans l'identité narrative. Et on a plus de contamination aussi. Donc, la contamination ne se trouve pas nécessairement dans les archétypes dits positifs. Donc, un lien à faire entre les deux. Là, qu'est-ce que j'ai? Ah, les construits avec les résiliences, et c'est ici que je place des extraits pour certains. Donc, ici, voyez-vous, en rouge, c'est les cas résilients et c'est ici le nombre de séquences qui sont associées à l'agentivité. Prendre responsabilité dans sa vie. Et évidemment, bien, plus d'agentivité chez les jeunes qui ont de la résilience. C'est quasiment une vérité de la palisse. Et la personne ici dit, bien, j'ai réalisé des exploits, des choses que je ne pensais jamais faire, comme un marathon, j'ai visité des pays. Et en fait, cette personne-là nous parle un peu de Dieu dans son survol. Puis elle dit, mais en fait, je fais beaucoup plus de choses que juste croire en Dieu. En fait, je suis aussi une meilleure personne, puis je suis positive, puis tous les jours, ça m'a appris à être différente. Tout ce que j'ai vécu, ça m'a appris à être différente, puis je fais des choses, je me mets en action, puis je me rends compte que je suis plus que mes difficultés. La communion, j'en parle tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas un résultat qui est très, très, très parlant.
Donc, la communion, d'un point de vue, si on le doute, on l'a codifié beaucoup avec la définition de McAdams, qui est très, très positive, qui nous parle vraiment d'une intimité. Puis on se rend compte que dans le récit de vie, les gens vont parler beaucoup de ce qu'ils ont fait, certaines personnes vont parler beaucoup des personnes importantes dans leur vie, mais ils ne vont pas nécessairement nous dire bien, cette personne-là, on avait un lien, là, c'était une relation chaleureuse, puis on avait du dialogue, puis on échangeait. Ils ne vont pas nécessairement rentrer dans ça, alors que McAdams, sa définition pour codifier communion, c'est ça. Donc, ce concept-là n'est pas super parlant et ne permet pas de différencier la résilience ou peu de résilience. Donc, je n'ai pas mis nécessairement. Signification, bien là, oui, évidemment, les gens qui arrivent à donner comme un tournant positif à leur histoire, à leur vie, c'est les gens qui vont être capables de dire, t'as peu, là, je m'arrête, là, puis là, je regarde ce qui s'est passé, puis là, je comprends. Ce qui s'est passé là, ça, ça explique pourquoi j'en suis là. Qu'est-ce que je veux? Donc, puis la gentilité et la signification sont pour prendre des décisions puis prendre sa vie en main. C'est comme si c'était inévitable d'être obligé de prendre du temps pour soi puis de dire, bien, t'as peu, là, c'est quoi je fais, là? C'est quoi la distance que je prends, là? Je veux plus ça, bien là, il faut que je me mette en action. Donc, la signification est souvent préalable à de la gentilité qui va être porteuse. Je vous mets un extrait ici. La personne va nous dire littéralement, bien, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'identifier pourquoi j'avais fait ça. Elle parlait d'une tentative de suicide pour pas le refaire. Qu'est-ce qui s'était passé, ou du moins, c'est quoi les événements qui m'avaient amené à vouloir me suicider pour éviter de le refaire. Donc, ici, on a vraiment une personne qui va se poser. Donc, j'ai décidé de penser à ce qui s'était passé pour éviter de le refaire, pour changer, pour prendre des décisions. Rédemption. Pourquoi on n'a pas des chiffres très élevés ici? Parce que la rédemption est codée juste une fois. Donc, on ne va pas coder des multiples séquences. C'est qu'à la fin du survol ou à la fin de chacune des scènes, on va dire, est-ce que cette scène-là, cette portion-là de l'entrevue est rédemptrice ou non? 0 ou 1. Donc, la rédemption, bien, évidemment, est plus présente aussi quand les archétypes sont positifs. Et là, la personne ici va nous parler d'un événement extrêmement traumatisant. Donc, c'est une personne qui a été séquestrée pendant 3 jours, cette personne-là, puis elle a subi des viols à répétition pendant ces 3 jours-là. Puis elle sait qu'à un moment donné, elle s'est dit, bien là, cette personne-là va finir par me tuer, puis ça va être fini. Tu sais. Donc, elle a vécu vraiment un traumatisme sévère. Et vraiment, ce qu'elle arrive à en faire, bien, elle dit, ça a une signification bizarre parce qu'à l'époque, bien, ça m'a complètement détruit. J'ai eu l'impression que c'était la fin de ma vie, que j'allais mourir, puis que j'aurais dû mourir d'ailleurs. Puis même après ça, il y a eu des pensées suicidaires, des idéations suicidaires assez importantes. Mais ça m'a rendue forte en tant qu'intervenante, en tant que personne. Puis ça montre que j'ai réussi à remonter, puis que j'ai réussi à être résiliente malgré tout. Donc, le fait que si j'ai été capable de passer par-dessus ça, cet événement-là traumatisant, majeur dans ma vie, bien, ça veut dire que je suis capable de passer à peu près à travers tout ce que j'ai. Donc ici, on parle de rédemption. Un événement hyper, vraiment négatif, traumatisant, grave, va amener la personne à développer des choses, à prendre une position par rapport à sa vie, mais qui est plus positive, puis qui dit, bien, tu sais, puis elle dit un peu plus loin, là, parce que là, je n'ai pas tout mis l'extrait, mais cette personne-là, après ça, elle a pris beaucoup, beaucoup de poids. Puis elle dit, bien, c'est une personne vraiment, tu sais, qui a beaucoup, beaucoup de réflexion, puis elle dit, j'ai l'impression que si je n'avais pas vécu ça, après ça, je me suis mis à prendre du poids, puis c'était comme une couche entre moi puis les autres. Fait que ça me permettait de m'éloigner des autres, puis les gens ne me voyaient plus comme désirable aussi. Fait que ça m'évitait aussi de revivre ça. Puis après ça, elle dit, bien, s'il ne m'était pas arrivé ça, je n'aurais pas le corps que j'ai là, puis je n'aurais pas attiré la personne qui est mon chum aujourd'hui, puis on est heureux, etc. Donc, il va quand même réussir à tourner les événements très, très négatifs en quelque chose qui lui a permis d'atteindre quelque chose de positif à travers son parcours. Finalement, la contamination seulement présente dans l'absence de résilience ou peu évidente à ce moment-là. Ici, c'est une personne qui raconte à un moment donné qu'il veut retourner à l'école dans son survol, mais que, donc, l'idée, c'est de dire, ben oui, je suis fière de moi parce que là, j'ai déposé une demande à l'école, puis je vais retourner à l'école, super content. Puis là, l'intervieweur dit, ah, c'est beau, tu dois être fière de toi. Quelquefois, oui. Mais en même temps, c'est assez énervant. Ma mère, mon père m'ont jamais dit une seule fois qu'ils étaient fiers de moi. Puis à date, ma sœur X, ma sœur Y, la fierté, là, quand ils ont eu leur enfant, mon gars, il parle de ses parents qui étaient fiers de ses sœurs. C'était l'explosion totale. Moi, à date, rien, pantoute, nada. Donc, il parle d'un événement positif, le retour à l'école éventuel. Puis là, va tourner ça
en négatif. Et d'ailleurs, ce participant-là a une trame très contaminée dans vraiment toute la portion de son entrevue au complet. Voilà. Donc, discussion rapide. Donc, ça, j'en ai parlé au fur et à mesure. C'est clair que pour nous, quand on utilise l'identité narrative, agentivité, signification, puis qu'on s'intéresse à la résilience, on voit que ces deux éléments-là sont assez proximaux. Donc, c'est pas ce que je vous ai présenté là, c'est pas comme « Ah, wow, on ne s'attendait pas du tout à ça », mais quand même, ça nous nourrit aussi, parce que l'agentivité ou donner un sens à sa vie, ce sont des trucs qui se travaillent quand on est intervenant, peuvent nous soutenir dans l'intervention. L'agentivité en particulier et la signification, l'espèce de rôle combiné qu'on a vu chez les jeunes qui avaient de la résilience puis qui avaient une trame très positive. Rôle secondaire de la communion, j'en ai parlé. Un des problèmes, je vous dirais, puis une des limites, quand on parle de rédemption, on va prendre les sections où il y a de la rédemption, ou quand on parle de l'agentivité, mais quand il n'y en a pas, on ne codifie rien. Donc, vous voyez, là, vous avez vu les espèces de graphiques avec la séquence. Mais quand il n'y a pas de rédemption, c'est comme s'il n'y avait rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, l'idée de codifier zéro, de codifier l'absence, de ne pas codifier l'absence, pour nous, c'est comme un manque. Donc, on essaie de réfléchir à une autre façon de codifier les entrevues pour aller plus loin que ces concepts-là, évidemment, d'une part, et d'autre part, de voir... Mais l'absence de rédemption, l'absence d'agentivité va peut-être nous révéler autre chose. Peut-être qu'il y aurait d'autres choses à codifier aussi quand on parle d'absence. Bien, évidemment, puis ça, les auteurs nous le disent aussi, quand on parle de résilience, la vision doit être nuancée. Comme je vous ai dit, il faut garder en tête que nous, on a déterminé que ce groupe-là appartenait à la résilience peu évidente. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas résilients. Donc, ici, un bémol super important. Et c'est aussi vrai pour ceux qu'on a déterminés comme étant résilients. Mais aussi, le fait qu'il y ait de la résilience, ça ne veut pas dire que la personne va bien partout. Donc, notamment, si on prend, par exemple, le discours de la personne qui vit avec l'anorexie, bien, j'ai encore des problèmes avec la nourriture. Donc, ça, c'est encore un enjeu. Ce n'est pas réglé. Ce n'est pas quelque chose qui c'est guéri. Donc, pour que la personne soit résiliente, elle n'est pas guérie de tout, là. Mais elle réussit à vivre sa vie, à s'adapter, à apprendre des choses et à avancer malgré les enjeux qui sont encore présents à certains degrés. Les limites, bien évidemment, comme je vous ai dit, une des limites importantes reste dans notre positionnement essentiellement déductif pour cette portion-là du projet, où là, on est parti avec des choses qu'on veut aller chercher, mais comme je vous disais, on a l'impression que même s'il n'y a pas d'agentivité ou s'il n'y a pas de signification, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans le récit. Donc, il faut utiliser de multiples approches. Et je vous dirais aussi que ce que je vous présente là, ce n'est pas le travail final du tout, là. Quand vous avez regardé l'équipe de chercheurs, on a Isabelle, par exemple, qui va prendre les récits puis va s'intéresser au désistement. Donc, elle va prendre parfois les mêmes récits que nous, mais il va le regarder avec un angle, avec ses yeux de chercheur qui s'intéressent au désistement du crime. D'autres chercheurs vont s'intéresser beaucoup plus à l'aspect famille. D'autres chercheurs vont s'intéresser aux services, l'appréciation des services, les personnes importantes. Donc, la richesse de notre équipe, c'est que c'est pas juste moi qui va analyser tous les verbatims, puis ça va s'arrêter là. Donc, il y a vraiment beaucoup de regards différents qui vont être donnés et on va essayer d'exploiter le plus honnêtement, fidèlement, éthiquement, correctement ces verbatims-là, ces histoires-là qui sont hyper importantes. L'autre aspect que je veux vous dire aussi, c'est que c'est impossible de rester neutre quand on lit. Donc, l'idée de la neutralité, là, de dire bien, je vais les analyser en étant vraiment froide, bien, c'est difficile. C'est presque impossible parce qu'il y a toujours quelque chose qui, moi, va me toucher particulièrement. Quelqu'un d'autre va les lire, puis là, il y a certains aspects familiaux qui vont résonner avec des expériences personnelles ou avec des expériences de jeunes qu'on connaît, puis qui vont nous toucher. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile de rester un peu neutre, puis d'analyser ça froidement. Mais je pense en même temps que si c'est une limite, c'est peut-être aussi une grande richesse. Parce que, comme chercheur, quand on regarde des récits de vie comme la qualité de tout ce qu'on a comme données, on n'a pas le choix d'être très humble et de se rendre compte qu'on ne sait rien, finalement.
Là, c'est plate à dire, là, c'est que quand je finis une conférence, puis je dis, bien, finalement, j'ai appris que je ne savais rien. Bien, c'est ça, la vérité. C'est que dans le fond, quand tu comprends une vie, quand moi, je m'intéresse à l'identité, bien, m'intéresser à l'identité, ça ne veut pas dire que je connais toute la vie des jeunes. Puis quand le monde me dit, bien, toi, tu es experte dans la transition à la vie adulte, non. Je suis experte dans ma transition, peut-être. Je sais c'est quoi mon histoire de transition, mais sinon, je ne suis pas experte de rien, moi, là. Fait que, tu sais, ça nous met vraiment dans une position où on n'a pas le choix d'être humble par rapport à ce qu'on est puis ce qu'on sait. Finalement, à la fin, on demande bien, comment ça a été l'entrevue. On recueille des affaires vraiment riches, mais on en reste là. Une des limites du projet, c'est peut-être aussi le fait que, en fait, est-ce que cette entrevue-là ne pourrait pas être un point de départ pour un suivi ou une autre forme d'intérêt, ou en tout cas... Donc, on pense d'ailleurs à faire un Transcendance 2.0, notamment en reprenant les gens qui nous ont donné leur récit, puis aller plus loin. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on a... Donc, on est là-dedans, là, mais bref, on pense aussi que l'entrevue a des retombées positives immédiates. Donc, ça, c'est un plus, c'est pas une limite, mais ça reste quand même là. Et là, ça, pour nous, en tout cas, ça nous fatigue un peu. Et c'est le projet que je vous disais, donc une des retombées aussi qui est un peu inattendue, mais vraiment, vraiment enrichissante. Puis, en tout cas, je vous tiens au courant, mais de toute façon, je pense qu'ici, à la Journée annuelle de la recherche, il devrait y avoir un lancement de l'œuvre artistique, qui va découler de notre travail avec nos partenaires, les affranchis. Et ça devrait vraiment être très, très intéressant. Puis déjà, c'est ça aussi, ça nous touche encore aussi, de lire un peu ce qui a été fait jusqu'à date. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on est vraiment fiers que ce soit opérationnalisé, même si on ne peut avoir, parce que côté artiste, là, moi, je suis zéro. Et le mot de la fin aux participants, bien, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les gens qui participent à notre entrevue, qui disent, bien, ça m'a permis de me rendre compte qu'au-delà du négatif, que j'avais déjà identifié. Ce qui était positif, bien, ce qui était marquant, c'est que ce que je devais marquer aussi, l'entrevue m'a permis de voir que je l'aime bien, ma vie, même si ça n'a pas été génial tout le temps, puis tout ça, bien, je suis comme reconnaissante de ce que j'ai vécu parce que ça fait ce que je suis aujourd'hui. On dirait que ça m'a permis, ça, l'entrevue, de me rendre compte que finalement, oui, j'en ai eu des bouts vraiment difficiles. C'était vraiment pas le fun, toujours, mais au moins, ça l'a fait de moi qui je suis aujourd'hui. En même temps, le négatif, ça n'a pas été si pire que ça d'en parler parce que justement, c'est du passé, c'est déjà passé, ça ne sert à rien d'être négatif pour ça. J'ai trouvé ça bien, sérieux, comme je dis, j'ai une semaine assez difficile. En venant ici, je n'avais pas le moral à 100%, mais ça me fait du bien de m'ouvrir sur ma vie, savoir un peu qui je suis, avoir un peu une histoire, puis de savoir où je veux m'en aller. Donc, là, on n'a pas choisi les deux meilleurs, là. La plupart des gens vont nous donner des commentaires très positifs. Et là, l'idée, c'est pas de se dire « Ah, wow, on est bon, on leur a permis de faire ça », mais c'est vraiment aussi de dire « Bon, OK, cette entrevue-là, ce récit-là, il est pertinent, il est important. Comment on peut utiliser ça, puis le transférer dans une pratique clinique qui est accessible aux intervenants, puis qui pourrait être vraiment intéressante aussi pour nourrir. Puis les gens qui nous disent « Bien, je suis écœurée de raconter tout le temps mon histoire, mais une fois qu'ils la racontent, est-ce que ça pourrait pas être disponible? » Tu sais, bon, on pense à des choses comme ça. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Merci.